Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dossier. L'économie, l'international et la sociologie, combinaison et variation. Introduction, Laurent Bonelli, Laurent Jean-Pierre. Laurent Bonelli est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre et membre de l'Institut des sciences sociales du politique, UMR-CNRS 7220. Il est co-rédacteur en chef de Culture et Conflits et associate editor de International Political Sociology. Ses travaux actuels portent sur les dynamiques d'engagement violent et sur les politiques de lutte contre le terrorisme. Laurent Jean-Pierre est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8 Saint-Denis et membre du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, UMR 7217, CNRS, Paris 8, Paris-Nanterre. Une partie de ses travaux porte sur la sociologie politique de la mondialisation. Dernier article paru, Voyage au bout de l'enfer. Une lecture de Alice Truss Sin Too Late de Philippe Mirowski, Zilsel 2018/1 numéro 3, pp 207-223. Ce numéro de Culture et Conflits part d'un constat simple. Les multiples travaux, foisonnant sur les questions de migration, de frontières, de réfugiés et de sécurité, qui se réclament d'une sociologie politique de l'international ou se reconnaissent dans ces postulats demeurent plus rares concernant les processus et les objets économiques, au sens restreint de ce qui est produit et circule dans la sphère économique, mais aussi au sens très large avec lequel Max Weber les a définis. Ces objets sont évidemment travaillés par l'économie politique internationale, EPI, qui constitue pour le politiste et l'internationaliste autant un domaine d'enquête qu'une réalité historique et sociale. Bien qu'elle compte d'illustres précurseurs comme John Maynard Keynes, Karl Polanyi ou Albert Hirschman, on admet généralement que la discipline est apparue, sous sa forme institutionnalisée, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans une relation qui fut dans un premier temps critique vis-à-vis de l'école réaliste d'analyse des relations internationales. À cette dernière était reproché son statocentrisme et l'intérêt prépondérant, voire exclusif, pour les faits militaires stratégiques ainsi que les questions de sécurité. Commerce international, système monétaire, entreprises transnationales, gouvernance et institutions de la mondialisation, politiques économiques nationales, classe sociale, hégémonie, coopération. Tels sont dès lors quelques-uns des problèmes et des objets classiques du nouveau champ d'études dont l'ambition première consiste à comprendre les formes d'articulation de l'international et de l'économie avec les facteurs politiques. Lorsqu'elle montre que certains banquiers, au-delà de l'autorité dont ils sont investis sur les marchés financiers, peuvent exercer plus d'influence politique que nombre d'élus, elle les nomme pour cette raison « non-elected politicians ». Susan Strange fait ainsi œuvre utile sur le plan empirique mais aussi sur le plan théorique car elle met à bas des dichotomies douteuses comme celle qui sépare artificiellement économie et politique ou État et marché. Alors qu'en France, les recherches de ce type se sont difficilement développées et qu'elles sont restées le plus souvent divisées en fonction de partages disciplinaires entre les approches des économistes et celles des politistes, l'objectif de ce numéro est de déplacer le regard habituel porté sur les questionnements de l'EPI en les soumettant, de manière plus ou moins explicite selon les articles, à des méthodes et des questionnements qui traversent la sociologie politique de l'international. Les contributions qui ont été rassemblées traitent des politiques de lutte contre le chômage et l'inflation des pays qualifiés de riches, à la fin des années 1970, Vincent Gaillon, des politiques économiques européennes depuis 2009 telles qu'elles ont été mises au jour à l'occasion de la crise grecque, Frédéric Le Baron, de L'. Action transnationale du Centre national du patronat français, CNPF, puis du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, à Bruxelles auprès des institutions européennes depuis le début des années 1970, Johan Morival, des racines internationales des politiques mexicaines de lutte contre la pauvreté dans les communautés indigènes, sous la présidence de Vicente Fox, dans les années 2000, Raphaël Parizet, ou bien des activités commerciales croissantes d'exportation de produits français en Chine par une partie des Chinois de Paris et des tentatives de contrôle que ces transactions suscitent de la part de leur gouvernement, Simeng Wang. Extension des protagonistes, pensée relationnelle. Parmi les bénéfices attendus d'un questionnement sociologique de l'économie politique internationale,
Il y a d'abord celui d'une prise en compte élargie des acteurs permettant, dans le même temps, de s'écarter des hypothèses a priori issues des grandes théories des relations internationales au sujet des protagonistes jugés les plus déterminants ou les plus pertinents sur la scène internationale. À côté des États, des individus ou des firmes, moins travaillés dans ce numéro, une place particulière est accordée, dans les recherches présentées, aux organisations internationales. Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Banque centrale européenne, BCE, Commission européenne, Conseil européen, Eurogroupe, etc. Sur ce terrain, le regard sociologique veille à ne pas réifier les institutions, à en saisir les différenciations internes, à souligner la division du travail qui les traverse et dont elles sont aussi le produit. Pour comprendre ces clivages, le regard de la sociologie doit ensuite chercher à restituer une partie au moins des variations de propriété ou de trajectoire sociale entre les individus qui les composent, l'institution étant inséparablement de l'histoire faite chose et de l'histoire faite corps. Ainsi, l'approche défendue ici est-elle, par construction, relationnelle. Elle replace les comportements et les pratiques des acteurs dans des configurations sociales faites d'interdépendance et de compétition qui permettent de les comprendre et de leur donner un sens. Elle souligne aussi l'importance des négociations et des luttes pour la définition des régimes internationaux, autrement dit des règles du jeu et des normes vers lesquelles convergent les acteurs d'un champ d'interaction, ces régimes s'avérant dès lors toujours instables. Une telle démarche s'éloigne aussi de l'axiomatique de l'intérêt. Les acteurs, quelle que soit leur taille, poursuivent un intérêt stratégique défini par et pour eux-mêmes et ils effectuent des calculs à la rationalité plus ou moins limitée pour atteindre leur fin, qui est l'un des présupposés centraux des courants actuellement dominants, souvent formalistes, de l'EPI. Dans les études de cas de ce numéro, une place particulière revient également aux communautés épistémiques, et avec elles, aux chercheurs et aux experts, même si cette catégorie en tant que telle est critiquée. Elle ne prend pas assez en considération les conflits autour du savoir. Elle centre l'analyse sur les seuls discours, au détriment de l'étude de celles et ceux qui les portent et leur donne une force effective. Intégrer les niveaux de gouvernement et les secteurs d'activité. Il s'agit également de récuser les oppositions entre locales, nationales, internationales, entre phénomènes transnationaux et phénomènes interétatiques et plus largement, la division de la réalité étudiée en plans distincts qui seraient comme emboîtés suivant leur taille ou leur complexité supposée. Cette perspective ne représente qu'un piège scolastique empêchant de rendre compte des diverses spatialités du pouvoir et des discontinuités qu'elles contiennent. Les textes proposés insistent au contraire sur la coprésence en tout lieu, de toutes les échelles du social et du politique et conduisent à questionner, voire à récuser, la notion même d'échelle. Contrairement aux grands courants fondateurs de l'EPI, libéralisme, marxisme, réalisme, l'approche présentée ici reste également agnostique quant au primat à accorder dans l'analyse à la sphère politique ou à la sphère économique. Croisant des perspectives et des méthodologies différentes, de l'ethnographie à l'analyse de correspondance, elle entend questionner les frontières et les catégories consacrées tant par les acteurs eux-mêmes que par le monde universitaire et scientifique, qui les reprend parfois sans examen. Ces partis pris, dont l'évocation n'a rien d'exhaustif, permettent d'engager un dialogue fructueux avec l'EPI, mais également avec d'autres approches comme l'institutionnalisme ainsi qu'avec les courants critiques issus du marxisme, dont les théories de la dépendance et plus encore, du système monde, qui sont compatibles avec certains des résultats présentés. Baignés par les travaux d'Yves Dezalais, Marion Fourcade, Jean-Christophe Gratz, Saskia Sasson et de nombreux autres chercheurs, les contributions présentées ici entendent également prolonger la réflexion entamée dans des numéros antérieurs de Culture et conflit, une réflexion qui refuse l'exceptionnalisme de l'international et commence l'enquête avec les pratiques des acteurs et les systèmes de relations dans lesquels elles s'actualisent et se déploient. Configuration néolibérale internationale. À l'intérieur de ce cadre très général, l'étude de Vincent Gaillon permet d'analyser la consolidation d'un consensus international en matière de politiques économiques et sociales antérieur à celui dit de Washington. Il porte sur la caractérisation de la crise des années 1970 comme une conjoncture de stagflation et implique la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures anti-keynésiennes qui placent au centre de leurs objectifs la stabilité des prix.
Ce moment peut être vu comme étant partie prenante de ce que la littérature scientifique ou critique a pris l'habitude d'appeler « tournant néolibéral » des politiques publiques. L'approche microsociologique de Gaillon, attentive au contenu des textes, à leur écriture et à leur discussion, permet de montrer comment la nouvelle doxa réformatrice du monétarisme s'est imposée à travers des alliances entre économistes experts et économistes universitaires et des coalitions intersectorielles entre champs d'activité distincts. L'analyse montre aussi comment des alternatives post-keynésiennes ont été formulées alors, notamment autour de Jacques Delors, et pourquoi celles-ci n'ont pas prédominé. Frédéric Le Baron s'intéresse de son côté à ce qu'il appelle le champ restreint de la gouvernance publique de l'économie européenne, et à la manière dont ce milieu social et politique particulier a reçu la critique académique, portée par le ministre grec des Finances du gouvernement Tsipras, Yanis Varoufakis, en 2015. La mise en relation des propriétés sociales de cet acteur inattendu avec celle des membres du champ restreint de gouvernement de la zone euro permet d'expliquer non seulement le rejet de la politique grecque, mais la violence avec laquelle celui-ci s'est exprimé, en particulier par l'intermédiaire du ministre fédéral allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Le baron souligne que les facteurs idéologiques sont ici secondaires par rapport à des données sociologiques plus profondes, qui permettent de rendre compte des différences de vue entre les acteurs en présence lors du règlement européen de la crise grecque. Il apparaît en particulier que les décideurs du champ restreint de la gouvernance européenne de l'économie sont de plus en plus européanisés et de plus en plus proches de l'économie universitaire et de ses courants dominants. Cela peut expliquer la virulence avec laquelle il leur a fallu se départir des propositions jugées hétérodoxes de Varoufakis. Dans la contribution de Johan Morival, il est question au contraire des marges de l'eurocratie, ainsi que des contraintes de l'action transnationale de la principale organisation patronale française à Bruxelles. L'auteur montre comment les acteurs en poste dans le bureau bruxellois du CNPF, puis du MEDEF, sont restés à distance des institutions centrales de l'Europe. Ils ont eu des difficultés à occuper leurs fonctions, n'étant pas non plus de véritables lobbyistes. L'étude de cas permet donc de nuancer les travaux qui ont souligné combien les positions des intermédiaires de l'international permettaient d'accumuler des ressources distinctives dans les espaces sociaux ou politiques nationaux, et de conquérir ainsi des formes de pouvoir. Morival plaide plus largement pour que les études des espaces transnationaux, ici des espaces économiques transnationaux, ne négligent pas les acteurs périphériques et ne cèdent pas à une forme de dominocentrisme. Les enquêtes portant sur le pouvoir économique ou politique supranational privilégient en effet, sans toujours en être conscients, les acteurs les plus visibles et les plus internationalisés au détriment de ceux qui restent en lisière de l'international. Morival rappelle aussi que les cadres sociaux et politiques nationaux continuent à peser sur l'action économique ou politique transnationale, même quand celle-ci se développe rapidement comme c'est le cas en Europe et dans le monde depuis plusieurs décennies. Raphaël Parizet s'intéresse à l'émergence, dans le Mexique des années 2000, d'une configuration d'expertise sur la pauvreté des communautés indiennes. Son analyse se penche en particulier sur la fabrique d'indicateurs de développement humain, spécifiques à ces populations. Elle montre combien ces derniers sont normatifs dans la mesure où ils soutiennent l'idée d'un retard social des peuples autochtones par rapport au comportement de marché et à la société de consommation. L'auteur indique alors comment la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, CDI, a technicisé et rationalisé les approches antérieures de l'Institut national indigéniste, INI, avec l'aide décisive du PNUD. C'est en effet l'organisation internationale qui a fourni les ressources intellectuelles nécessaires pour effectuer un tel tournant, consacrant ainsi la victoire des statisticiens contre les ethnographes dans l'univers de l'expertise au sujet des peuples indigènes. Dans ce contexte, les connaissances et les techniques intellectuelles du PNUD, formulées en termes de renforcement des capacités, suivant les théories d'Amartya Sen, n'avaient rien d'incompatible avec l'agenda néolibéral du président Fox qui visait à transformer l'État en investisseur du capital humain, des fractions de la société mexicaine les plus pauvres ou les plus éloignées des transactions marchandes. Tout en soulignant que le PNUD agit comme une bureaucratie non coercitive, Parizet montre aussi, en suivant les sociologies de John Mayer et de ses collègues,
l'intérêt de l'État mexicain à suivre ses recommandations en matière de développement humain afin de renforcer son crédit sur la scène internationale. Ximeng Huang a quant à elle étudié les dégoûts de Paris, nouveaux acteurs du commerce international. Intermédiaires entre des producteurs français et des consommateurs chinois, ils achètent au nom de quelqu'un d'autre. Leur nombre ne cesse de se développer depuis quelques années. Cela peut s'expliquer dans la mesure où leur intervention permet de contourner une partie de la taxation chinoise. Elle introduit également plus de confiance dans les échanges commerciaux interindividuels, notamment vis-à-vis des risques de contrefaçon des produits de luxe. L'enquête ethnographique multi-située permet de réinsérer l'économie informelle des dégoûts dans la profondeur historique des migrations chinoises à Paris. Elle montre comment les nouveaux intermédiaires commerciaux se recrutent à la fois dans des réseaux apparentés aux anciens flux migratoires de Wenzhou, mais aussi parmi les étudiants chinois des grandes écoles françaises. Wang s'intéresse ensuite aux manières dont l'État chinois tente de contrôler ces nouvelles relations commerciales, en particulier par l'impôt, tout en notant les difficultés de mise en œuvre d'une telle politique. La sociologie économique de l'immigration permet en tout cas de ressaisir par le bas l'économie politique du commerce franco-chinois et de comprendre par les marges certains des rouages, mais aussi des freins, de la mondialisation commerciale contemporaine. Bien que diverses, toutes ces contributions portent sur les changements économiques et politiques des 50 dernières années. De l'Europe aux États-Unis, en passant par la France, la Chine et le Mexique, elles documentent des aspects variés de la métamorphose néolibérale, commerciaux, monétaires, budgétaires et sociaux. Cette nouvelle grande transformation est saisie à la fois par le haut et par le bas, depuis certaines organisations internationales ou bien à partir des activités quotidiennes des individus. L'approche sociologique de ces phénomènes privilégiée dans ce numéro offre en définitive cet autre avantage de briser les dichotomies de l'intérieur et de l'extérieur qui ont souvent fait obstacle à une juste compréhension du tournant néolibéral et de ses effets. Lieu neutre en lutte. Consolidation interchamps et organisation multisectorielle internationale. Vincent Gaillon. Vincent Gaillon est maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine et membre de l'IRISSO, où il y coordonne l'axe de recherche Sociologie politique de l'économie. Ses travaux développent conjointement une sociologie des organisations économiques internationales et une sociogénétique des écrits bureaucratiques. Il a récemment publié « Le keynésianisme international se débat. Sens de l'acceptable et tournant néolibéral à l'OCDE », Annales. Histoire Sciences Sociales 72-1, 2017 pp 121-164 et Écrire, prescrire, proscrire. Note pour une sociogénétique de l'écrit bureaucratique, Acte de la recherche en sciences sociales 213, 3, 2016 pp 84-103. Nous, économistes, pouvons alors apparaître plus intéressants comme objet d'étude dans la sociologie de la science que comme sujet contribuant au progrès de la connaissance scientifique. Réfléchissons à cette inversion possible de notre place. Malinvaud. Nous parlions de la même chose, mais nous n'avions pas le même objet. Il fallait donc apprendre à s'accorder sur des points d'interrogation, et pour cela s'interroger sur l'interrogation. Darras. Angle mort des études prenant au sérieux les organisations internationales, OI, dans leur activité d'expertise, les controverses que les savoirs de gouvernement produisent, suscitent ou alimentent dans les champs universitaires sont l'objet de cet article. Cette perspective met au jour des processus de compétition et de consolidation intersectorielle, ou interchamps, qui relient certains secteurs des OI à des secteurs universitaires. En même temps qu'ils ressourcent constamment l'expertise économique et sociale à prétention universelle que les OI estampillent, ces processus structurent l'internationalisation disciplinaire. Si la sociologie des marchés d'import-export des savoirs d'État a brisé un des tabous de la littérature de relations internationales, RI, et d'économie politique internationale, EPI, en intégrant à l'étude les champs universitaires, spécialement états-uniens, cette recherche investigue plus en profondeur les relations interchamps nouées avec et au sein des OI. Les controverses entourant le rapport McCracken, publié par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en 1977,
rendent visible la concurrence asymétrique entre savoir d'État dans l'interprétation de la crise stagflationniste et simultanément la nature multisectorielle de l'OCDE. Sciences politiques et économie institutionnelle en affinité avec le département des affaires sociales de l'OCDE font face à une orthodoxie macroéconomique en transformation sur laquelle pèse l'école de Chicago dans le champ des sciences économiques états-uniens, comme au sein du département économique de l'OCDE. Du point de vue d'une sociologie de la connaissance, la question de la résurgence de l'inflation, à 2 chiffres et du chômage, assorti d'une faible croissance, met aux prises des savoirs de diverses natures, bureaucratiques, politiques, syndicales et universitaires, qui pour le dire avec Karl Mannheim, sont enchâssés dans et portés par l'instinct de pouvoir et de valorisation de certains groupes concrets qui veulent faire de leur interprétation du monde celle de l'espace public. Étudier cette bataille descriptive et prescriptive informe sur la façon dont se distribue socialement la parole économique autorisée, se structure la réalité et le réalisme économique international et se dégagent certaines voies internationales du désencastrement néolibéral. Intéressé par la teneur socio-cognitive des échanges, l'approche défendue écarte toutefois les conceptions logocentrées et aériennes de l'action publique et des OI en portant l'attention sur la différenciation sociale, et en particulier étatique, qui travaille ces réseaux de consolidation interprétative de la crise. Prendre au sérieux les processus de différenciation sociale et la nature multisectorielle des OI conduit aussi à se défaire des analyses répandues en niveaux séparés, d'action publique qui cantonnent par exemple le niveau international à la conception de programmes et le niveau national à l'application. Cette verticalité et ce séquentialisme occultent d'emblée la possibilité d'une emprise d'un ou de plusieurs secteurs nationaux sur un ou plusieurs secteurs d'une OI. Cette emprise et plus largement, ces relations interchamps peuvent se jouer dès la conception et se poursuivre ou non dans la mise en œuvre. Il faut donc pouvoir tenir et comprendre ensemble ces structures de production et de circulation des savoirs, ou dit autrement, les conditions de leur conductivité sociale. Il est à cet égard significatif que les auteurs constructivistes, les plus en vue dans la réhabilitation théorique et politique des OI Henry, ne traitent des enjeux de la différenciation sociale traversant de telles bureaucraties que sous l'angle de la pathologie, du dysfonctionnement ou de l'incohérence. Et tout à leur combat contre le statocentrisme néo-réaliste, ils érigent sans précaution une frontière entre interne et externe, entre domestique et international, en excluant a priori la possibilité de processus de différenciation, en particulier étatique, pesant sur la segmentation institutionnelle des OI et entre OI. La multisectorisation consiste pour une OI comme l'OCDE en une insertion dans de multiples champs et sous-champs politiques, bureaucratiques, universitaires, nationaux et internationaux aux logiques distinctes et parfois adverses. L'insertion multiple engage des jeux de reconnaissance mutuelle ou des circuits d'échange légitimement entre secteurs sociaux, où sont notamment mises en jeu les frontières externes des champs concernés et donc une partie de leur autonomie. Dans leur lutte pour imposer leur expertise face à des concurrents, internes ou externes à l'organisation, les économistes de l'OCDE, mais aussi bien ceux du Fonds monétaire international, FMI, de la Banque centrale européenne, BCE, de la Commission européenne et à l'instar des juristes, etc., ne sauraient par exemple trop longtemps se passer de renforts dans certains champs politiques, bureaucratiques, universitaires voire journalistiques nationaux. Ces soutiens spécifiques peuvent être ou non déclarés et la non-ingérence, la non-agression ou l'absence de critique peuvent déjà, en des domaines souvent sensibles dans les champs politiques nationaux, valoir soutien. Sans exclure a priori les interactions directes et stratégiques, ces dynamiques de consolidation intersectorielle, souvent très asymétriques, ne s'y limitent aucunement. Elles peuvent par exemple reposer sur un jeu d'anticipation, d'attente, d'inaction, réciproque ou non, et convergente, au moins ponctuellement entre secteurs, qui peut dépendre, mais il n'y a pas de nécessité de disposition et de trajectoire sociale relativement proches. Exceptionnelle par son ampleur, l'attention académique au rapport McCracken, spécialement aux États-Unis, semble avoir été à la mesure de l'investissement politique et bureaucratique des administrations Ford et Carter à l'OCDE dans cette période. À l'heure d'une mise en doute des recettes de politique économique keynésienne aux États-Unis et de la reconfiguration du système monétaire international avec l'entrée dans l'ère de la fiat monnaie, ou monnaie autoréférentielle,
Depuis la suspension de la convertibilité du dollar en or décidée par Richard Nixon en 1971, ce rapport est pensé comme un instrument de réassurance symbolique de la coopération économique occidentale. Pris dans une rivalité internationale avec le Trésor états-unien, le secrétaire d'État Henry Kissinger commande en 1975 ce rapport dit de haut niveau, qui mobilise 3 ans durant les plus hauts gradés et les directions principales de l'OCDE à l'appui d'un groupe d'économistes renommés, présidé par Paul McCracken, ancien président du Council of Economic Advisors de Nixon. Qualifié d'horizontal dans le jargon de l'OCDE, il fait se rencontrer dès sa conception des domaines d'études institutionnellement cloisonnés en départements, affaires économiques et monétaires, emploi et affaires sociales, industrie, innovation, etc., pour offrir une analyse plus intégrée ou transversale de la situation économique mondiale. Intitulé « Pour le plein emploi et la stabilité des prix », le rapport McCracken constitue un point d'équilibre argumentatif entre fractions rivales à l'OCDE et entre certains secteurs des champs bureaucratiques, universitaires et politiques des pays membres. La rédaction du rapport a traduit l'emprise du département des affaires économiques, ECO, et du cabinet du secrétaire général de l'OCDE sur le département du travail, des affaires sociales et de l'éducation, DELSA, autant que celle des pôles économiques et financiers des champs bureaucratiques nationaux, en particulier états-uniens, Trésor, Banque centrale, sur les pôles sociaux, ministère du Travail et diplomatique, ministère des Affaires étrangères, et enfin l'emprise d'économistes de L', École de Chicago, monétariste et nouveau classique, et du keynésianisme de la synthèse néoclassique face aux post-keynésiens et aux institutionnalistes. Les controverses suscitées à sa publication s'organisent selon une asymétrie homologue entre des savoirs économiques orthodoxes principalement états-uniens, face à d'autres savoirs économiques relativement plus proches des mondes syndicaux, politistes et sociologiques européens. L'espace de production et l'espace de réception n'ont toutefois pas à être dissociés et figés artificiellement. Les acteurs les plus éminents de l'espace de réception et leur problématisation économique pèsent en effet déjà sur les anticipations du jouable des rédacteurs les plus centraux du rapport. L'espace de réception est quant à lui investi par des acteurs ayant déjà pu prendre part à l'émission, soit qu'ils organisent certains débats, soit qu'ils donnent la réplique. Autant dans la production que dans la réception du rapport, la conjoncture d'incertitude structurelle en matière économique a en effet favorisé les échanges de vues, c'est-à-dire l'information réciproque sur la vision que se font de l'avenir les agents qui ont à la fois le plus d'informations sur l'avenir et le plus de pouvoir sur l'avenir. Ces échanges symboliques s'incarnent dans des conférences et des séminaires, situés à l'intersection de champs universitaires et de champs bureaucratiques. En ce qu'ils matérialisent des transactions intersectorielles, ces lieux neutres affichés constituent le matériau principal d'analyse. L'autre parti pris a été d'intégrer une prise de position liée au pôle politique ou diplomatique états-unien, qui détonne par la longueur et l'originalité relative du propos tout en se rapprochant sur le fond du pôle social. L'analyse topographique et relationnelle de ces lieux neutres montre combien les arguments développés par chacun des participants ne se répondent pas, et n'ont ni la même audience ni le même poids social à l'OCDE ou dans les champs bureaucratiques et politiques nationaux et internationaux. Contre une approche plane et désincarnée des idées, le pluralisme interprétatif, étiologique et prescriptif sur la stagflation, l'objet central du rapport McCracken, s'ordonne dans un espace épistémique en 2 pôles de structuration cloisonnés et hiérarchisés qui fonctionnent comme 2 circuits de légitimation distincts. Les développements qui suivent épousent cette structuration bipolaire, document numéro 1. Le premier réseau de consolidation implique le département économique de l'OCDE qui dispose en interne d'un monopole en matière macroéconomique, entretient des relations directes à haut niveau avec les pôles économiques et financiers des champs bureaucratiques nationaux, en particulier états-uniens, et envoie l'un de ses directeurs aux conférences Carnegie-Rochester liées à l'école de Chicago où se côtoient des acteurs déjà consacrés du champ de la science économique états-unienne, monétariste, nouveau classique, néo-keynésien, public choice. Le second implique le département des affaires sociales de l'OCDE qui accumule alors, avec difficulté, un capital social et politique auprès des ministres du Travail et organise un séminaire réunissant des économistes et des sociologues du travail proches des syndicats européens,
en particulier suédois et français. Ce second réseau de consolidation n'est jamais en situation d'entamer l'autorité du premier, et se cherche alors une respectabilité politique, bureaucratique et universitaire pour tenter de peser face à lui. Des projets politiques s'affrontent à distance en ces lieux neutres, et ne disposent pas de la même force socio-cognitive pour devenir des lieux communs. La portée des prises de position se laisse appréhender dans un va-et-vient constant entre leur argumentaire, leur localisation institutionnelle et la qualité sociale de leurs porteurs. Si les regards s'orientent sur les mêmes problèmes, inflation, chômage, croissance, etc., leur compréhension et partant les modalités de leur résolution diffèrent sensiblement d'un réseau de consolidation à un autre. Les mêmes objets sont saisis et objectivés par différents savoirs, ce qui permet d'en identifier les configurations à la fois savantes et politiques et de comprendre certaines des conditions sociales d'appropriation et de redéfinition internationale de ces problèmes publics. L'étude de ces deux arènes de controverse relie donc des univers, des disciplines et des questionnements trop souvent disjoints dans l'analyse, parce qu'institutionnellement sectorisés et concurrents. Elle permet de comprendre comment certaines causalités et lignes d'action économique et sociale se renforcent et se rendent ou non plausibles en s'articulant à certains secteurs du NOI, et à différents soutiens pour redéfinir les recettes de politique économique et baliser une sortie de crise. Figure 1. Schéma théorique de l'espace des réceptions du rapport McCracken. Variante de désencastrement. La passe d'armes sur le rapport McCracken à laquelle se livrent les protagonistes de la conférence tenue à l'Université de Rochester sous le patronage de la Fondation Carnegie en 1978, s'inscrit sur un échiquier politique et universitaire complexe. L'un des paradoxes de la consécration politique du keynésianisme états-unien sous Kennedy et Johnson dans les années 1960 est qu'elle est contemporaine de la consécration académique de son principal concurrent, le monétarisme emmené par Milton Friedman et ses collègues et disciples de l'école de Chicago qui, au moins depuis leur soutien à la campagne de Barry Goldwater de 1964, n'ont jamais renâclé à l'activisme politique. Friedman devient président de l'Association américaine d'économie, AEA, en 1967 et conteste ouvertement l'hégémonie du courant du keynésianisme de la synthèse, néoclassique, porté par Paul Samuelson et Robert Solow. Très tôt intégré comme supplément au Journal of Monetary Economics, les conférences Rochester sont à l'épicentre de cet affrontement théorique et politique en matière monétaire dans les années 1970. Les économistes institutionnalistes et les radicaux, marxistes, en sont exclus. Aux côtés du Journal of Money, Credit and Banking créé en 1969 et patronné par l'AEA et de deux observatoires de surveillance des politiques économiques et monétaires nationales, Shadow Open Market Committee et international, Shadow European Economic Policy Committee, les Carnegie Rochester Conference on Public Policy sont des machines de guerre symboliques mises au service de l'école de Chicago lato-Cinsu. Actives aujourd'hui encore, elles sont toutes créées et animées par Karl Brunner et Alan H. Meltzer, deux monétaristes fervents. Dans un cadre théorique public choice, y est par exemple dénoncé en 1976 la persistance du paradigme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.